Salut les copines, salut les copains et re-bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour ce crochet box. Pour une nouvelle formule, crochet box détaché de la partie MMA et crochet box spécial Tyson. Tyson contre Roy Jones Jr. Qui le combat aura lieu demain soir. Est-ce le combat de trop, mon cher Christian? Alors oui et non. Oui et non. Petite réponse de Normand. Oui, parce que tu te dis que les mecs ont la cinquantaine passée. Et quand même. Que voilà, ils ont beaucoup vendu ce combat-là en mode voilà, c'est pas une exhibition, c'est un combat compétitif, etc. Il y aura une ceinture en jeu, je reviendrai là-dessus après. Donc oui, tu te dis que les deux ont rien à prouver, c'est deux immenses champions. Tu te dis que financièrement, ça peut être intéressant, oui, mais à quel titre quoi? Ils vont pas toucher des masses d'argent sur ce combat-là. Surtout que Tyson avait expliqué il y a quelques mois à l'annonce de ce combat qu'il comptait reverser tout ce qu'il allait gagner à de bonnes œuvres, notamment aux hôpitaux qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Donc oui, c'est le combat de trop et non. Non parce que tout bêtement, putain, ça fait plaisir de les voir. Quoi. Ça fait plaisir de voir Mike Tyson en telle forme. Ça fait plaisir de voir Roy Jones Jr. qui, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, et vraiment c'est un boxeur mais fantastique, champion dans plusieurs divisions. Enfin, c'est vraiment c'est un combat entre deux légendes qui est assez incroyable. Mais la hype est retombée. La hype est retombée, c'est plus du tout la même chose que cet été quand il On le rappelle, le combat normalement devait avoir lieu mi-septembre, c'est ça? Au mois de septembre. Il devait avoir lieu en septembre. Là-dessus, je pense que beaucoup de monde s'était intéressé à ça. Beaucoup de monde était chaud. Moi, personnellement, on l'avait dit dans Bagarre Générale, dans un précédent crochet box, on attendait ce combat-là. Pas à titre, c'est forcément pas pour le sportif. Voilà, c'est pas pour le sportif, mais c'est vraiment pour se dire, putain, ça fait plaisir que ces mecs-là soient de retour. Et là, très honnêtement, la blessure de Roy Jones qui fait que le combat est repoussé au mois de novembre, donc 2 mois plus tard, le fait que la communication autour de ce combat-là, elle est très minime. Elle est très très minime et elle est même ratée, j'ai envie de dire. Elle est ratée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce combat-là... Est-ce qu'ils ne sont pas un peu rendu compte que ça n'avait pas vraiment mordu au début de moi, je pense que ça avait mordu au début. Oui. Au début, ça a mordu. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Eric. Pareil. Mais au début, il y a beaucoup de monde qui était... si pas intéressé, intrigué. Curieux au moins curieux de voir, voilà, parce que on l'a dit, les petites vidéos de 20-30 secondes de Tyson là, qui punchait comme un malade, c'était hyper impressionnant. Moi j'avais dit qu'il fallait en voir plus, que voilà, en termes d'endurance, j'aurais bien aimé savoir où il en était, etc. Mais on était au moins intrigués, beaucoup de monde était intrigués de voir où en étaient ces deux mecs-là. Là, tu as le fait que donc la hype retombe parce que déjà ce combat n'aura pas lieu sur de grands canaux. Ça n'aura pas lieu sur une grosse chaîne, ça aura lieu en pay-per-view. Et en plus en pay-per-view sur une plateforme qui se lance, la plateforme Thriller. Cette plateforme-là devait proposer un documentaire en 10 épisodes sur la préparation des deux mecs. Au final, moi j'ai pas vu une seule image de ce documentaire-là. Alors en France... Où est-ce que ça va J'allais venir. Je crois qu'il y a une nouvelle chaîne, c'est ça? Il y a une chaîne qui s'appelle Action. La chaîne Action. La chaîne Action qui va diffuser ce combat-là. Ça va être commenté par 2 fins connaisseurs du noblard qui sont Charles Bietri. Vraiment, s'il y a bien un connaisseur du noblard en France, c'est monsieur Charles Bietri. Et Mathieu Kassovitz qui est aussi un grand fan et grand connaisseur de noblard. Il avait fait un assaut récemment. Exactement. Quelqu'un de très très sérieux sur le noblard. Donc ce sera diffusé sur la chaîne Action. Encore une fois, Action, chaîne qui se lance. Alors, elle est où cette chaîne Action? Voilà, moi je saurais pas vous le dire. C'est en ligne, c'est à la télé. Très honnêtement. Je ne regarde pas, je serais à l'étranger pour le regarder. Donc, non, mais je serais pas là. Donc, non, mais très honnêtement, voilà, il y a le potentiel de visionnage de ce je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire, le potentiel de visibilité, voilà, de ce combat-là est très limité, même aux États-Unis. Le tarot, Christian. Le tarif est incroyable. $49. $50 pour un pay-per-view entre deux mecs qui sont certes des légendes, mais c'est des anciens. Ils sont, c'est des grands anciens. Je reviens sur le documentaire en plusieurs épisodes qui était prévu sur la plateforme donc Thriller. Ça avait été
été très bien marketé, avec des gros spots pubs et tout, sur des chaînes type Fox, type Showtime, etc. Et moi, je me disais que Showtime ou Fox, ou peut-être, ça a été vraiment hypothétique, mais ESPN serait intéressé par la diffusion de ce combat-là, parce que c'est quand même, en gros, c'est Tyson, hein, voilà. Mais non, parce que, si c'est... À quoi potentiel très limité. En gros, il y a 3 solutions. Soit c'est une purge totale, où en gros, ils se tournent un peu autour, il y a quelques coups, et puis ils sont fatigués, et puis on va au bout. Bon, on déclare match nul parce que c'est fair play, etc. Soit une boucherie, l'un des deux couche l'autre rapidement. Soit, moi, ce qui me fait peur, une blessure, le sale truc. Je pense pas. Moi, je pense qu'on aura un très beau décorum, en tout cas. Ça sera un très beau décorum, parce que ça va se passer à Los Angeles, au Staples Center. Il y a quand même une vraie carte sur cet événement-là. Voilà, il y a des vrais boxeurs qui sont présents. Alors, tu disais pour il y a une ceinture. Alors, laisse-moi retrouver le nom exact de la nom quand même ceinture. sur la hype. Qu'est-ce que t'en penses-tu, toi? Moi, par rapport, je voulais rebondir sur la hype qui est retombée. Et je le rejoins tout à fait. Quand on en avait parlé dans l'émission, j'étais chaud bouillant. Là, on a la carte là, qui s'affiche là. J'étais vraiment chaud bouillant. On était dans une période où l'actualité boxe retombait un petit peu. Là, on rentre dans une période où il y a les poids lourds, les vrais, actuels. Le combat sera noyé en plein cœur d'une saison. On a mine de rien, dans les sports de combat, l'actualité avec le retour de McGregor annoncé, la retraite de Khabib, tout ça fait que même si c'est pas de la boxe pure, mais c'est dans les sports de combat, donc ça noie dans l'actualité. Et du coup, d'un truc où en effet que je trouvais intelligemment marketé à la base avec les petites vidéos, etc., et qui donnait le sel et de se dire j'ai quand même envie de voir une exhibition. Moi, ce mec-là, j'adore les 2 boxeurs, et c'est vrai que Tyson, ça a été un choc dans ma vie, et de me dire que même à 54 ans, revenir comme ça, je me dis je suis client, je mets ma pièce, j'ai envie de regarder. Ça tombait dans la période était parfaite. Et là, tu vas nous lancer, je pense, sur ce qu'on attend du combat, mais en termes de hype, c'est vrai que je ne savais plus exactement quel samedi c'était, tu vois, et là, il y a un problème. Il y a eu tout ça. Alors, c'est vrai. Juste avant de revenir sur ce que moi j'attends de ce combat-là, la réglementation de ce combat, elle est quand même assez incroyable. C'est un combat qui va se disputer en 8 rounds. Ça, à la rigueur, tu peux te dire, les mecs sont un peu vieux et tout, mais c'est 8 rounds de 2 minutes. 8 rounds de 2 minutes. Et des gros gants aussi. Ce qu'on appelle les 12 ounce gloves. C'est des gants. Respecte-moi. Non, mais tu fais l'étonné comme si. mais c'est pas, on va dire 12, voilà. À titre d'indication, c'est des gants que les poids lourds et même les divisions en dessous utilisent pour l'entraînement, pour pas se faire mal aux mains, etc. Donc, voilà, le risque est vraiment pondéré. La commission athlétique de Californie voulait au départ les faire s'affronter avec des casques. Avec des casques, c'est vrai. Les 2 hommes ont dit que, mine de rien, pour le truc, pour quand même la crédibilité de l'événement, valait mieux qu'ils s'affrontent sans casque. Donc il y a ça, et je vais revenir sur la ceinture. Alors la ceinture, c'est la Frontline Belt de la WBC qui est vraiment numéro 1 à chaque fois pour créer des ceintures farfelues à droite à gauche. Alors, et des catégories, on va y revenir après. Frontline, parce que comme Tyson l'a dit, il reversera son cachet aux personnes qui sont en première ligne, donc contre le Covid-19, donc Frontline Belt, voilà. Ce que j'attends de ce combat-là, moi j'ai peur que ce soit une bouillie, un truc assez moche, quoi. J'ai très peur. Coupe juste là, parce que pour les attentes, je préférais d'abord avoir Eric, et ensuite on reviendra sur ton point de vue. Qu'est-ce que tu attends, Eric, de ce combat, du retour d'Iron Mike contre une autre légende junior? C'est sûr, je vais avoir le cœur qui pince quand même en le voyant rentrer. Et puis même Roy Jones, parce que c'est un mec aussi que j'ai suivi, un boxeur incroyable. Maintenant, pour revenir, il y a un truc qui m'a refroidi, c'est quand Andy Foster de la commission athlétique de Californie a dit pas de KO. Ouais, voilà. Là, t'es là, tu fais Iron Mike, pas de KO. Donc on peut aller au bout des 8 rounds avec. Alors je dis pas que c'est pas ce qui va arriver. Je vois plutôt quelque chose qui arrive à la décision, parce que passer premier, deuxième. Même si c'est que des rounds de 2 minutes, j'ai du mal à voir l'explosivité. Tu proposes quoi, un sparring en gros Mais c'est ce qui est sparring, exhibition, sparring un peu appuyé. C'était ça en gros qui était sous-entendu. On appelle un assaut, non? C'est ça. Mais après le problème, c'est que c'est pas du tout marketé comme ça par les 2 mecs. Les 2 mecs te le vendent comme un vrai combat, quoi. Moi, dans mon attente, c'est ça. C'est comment tu peux dire à un mec comme
Mike Tyson, d'oublier sa rage. Vas-y un peu mollo, lève le pied. D'oublier sa rage pendant les premières minutes. Bon, tu le fais pédave, hein. Avec, tu l'as dans son ranch, avec un Roy Jones Jr., c'est vrai qu'il y a, on va dire, aujourd'hui, alors je ne sais pas où on est, tu nous diras l'état de son genou, parce que pour les déplacements, contre Mike Tyson, ça peut être utile, surtout au début. Ouais. Et après, tu peux l'imaginer piquer, sortir, tourner, et là, pour le coup, pour Mike Tyson, ça peut être très compliqué et pénible à voir. Ouais. Maintenant, j'aurais quand même, dans les premières minutes, le petit sel de me dire, évidemment, s'il fait son fameux déplacement latéral et qu'il envoie son crochet laser, est-ce qu'on peut pas avoir l'accident comme tu pars? Enfin, moi, je vois pas un accident, mais un KO pour moi, c'est pas un accident, mais compte tenu de l'âge avancé, un knockdown ou un truc comme ça. C'est ce que ça va être la petite folie que je vais espérer. Maintenant, si tu me donnes très sincèrement une pièce à mettre, je vois un truc qui arrive au bout des 8, et plus ça va durer, plus ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais je vais espérer qu'on ait une folie dans les 4 premières minutes. Voilà. Une folie donc plutôt du côté Tyson. Une folie Tyson, mais je suis curieux. Autant on a vu je suis curieux de savoir quel est l'état vraiment de la jambe pour Roy Jones, comment il va se déplacer. Voilà, c'est ma petite interrogation par rapport à ce combat. Est-ce que c'est un combat, on reviendra évidemment sur tes attentes ensuite, Christian, mais est-ce que c'est un combat un peu fait pour les gens de notre génération? Parce que les jeunes, c'est pour les anciens, bien sûr. Ils s'en foutent pour les anciens. Et clairement, du coup, c'est un peu malin quand même le côté pay-per-view, parce que les jeunes n'auraient peut-être pas payé un pay-per-view pour ces mecs-là. Mais parce que je vous pose la question, messieurs. Alors toi, tu seras à l'étranger. Nous, on sera en France, on va le regarder. Bien sûr, mais évidemment, on est pris au piège. On a peur que ce soit pas génial, on a peur que ce soit un peu. Mais on va regarder, évidemment. On va quand même le regarder. On est pris au piège. C'est pas si raté que ça. J'entends beaucoup de personnes, de personnalités plus ou moins connues du monde de la boxe, qui disent je regarderai pas ça, c'est triste pour les deux mecs et tout. Faut être honnête envers soi-même. On va regarder, même si c'est le lendemain, même si c'est que des highlights, on va regarder. Non, et Tyson n'a pas l'air d'être triste. Moi, quand deux champions comme ça sont OK pour refaire une exhibition, etc., il est où le problème enfin combat de légende, pas Tyson qui va pas combattre Joshua. Quoi, j'ai toujours été fan d'un combat de légende, moi. Qu'est-ce que tu attends de ce combat de légende, moi, ce que j'attends, c'est... Alors, dans le meilleur des cas, c'est de voir les deux mecs se livrer une guerre, que ça aille jusqu'au 8e round, que ce soit une belle fête, de belles retrouvailles entre les deux hommes qui n'ont pas pu s'affronter quand ils étaient tous les deux. Est-ce qu'on attend qu'il y ait une oreille qui parte ou pas? Non, il est plus du tout comme ça. Il a fini, il est végétarien maintenant. Ouais, pour le coup, que tu es sur l'oreille, j'aurais été beaucoup plus inquiet de voir Holyfield Tyson en exhibition. Parce que pour le coup, il en a été plus ou moins question dans les médias. Vous êtes fort parce que vous m'amenez sur un truc. Ce combat-là, Tyson Jones, en fait, on le voit là sur l'affiche, c'est donc sur la plateforme Thriller qui est lancée par la société de promotion Legends Only League. C'est une sorte de mini-ligue un peu comme ce pourrait être... Legends Only League, lol. Ouais, mais ça fait pas sérieux quand tu dis comme ça. Ça fait pas du tout sérieux. C'est pour ça que j'aime un petit peu, il aurait peut-être fallu prendre un autre nom. Bref, donc cette ligue-là, la Ligue des légendes, si tu préfères. C'est des choses qui passent un petit peu inaperçues, mais en biais de ces petits clips de préparation de Tyson, tu as les clips où tu as du Henry Cejudo qui s'entraîne avec Tyson. Tu as l'ancien catcheur, comment il s'appelle, Kurt Angle, qui s'entraîne aussi. Ils sont tous à peu près à Las Vegas ou dans les environs pour s'entraîner. Tu as Holyfield aussi qui s'entraîne. Dernièrement, moi ça m'a beaucoup fâché parce que je l'aime beaucoup, mais Oscar de la Hoya a dit qu'il se remettait en forme et tout. Voilà. D'accord. Ça m'étonnerait pas qu'on ait au fur et à mesure de l'année 2021, d'autres combats de ce type-là. Combat de légende. Voilà, combat de légende, parce que ce truc Legends Only League, plutôt sympa, non? Qui est présenté par quelqu'un que vous connaissez bien, il me semble, votre ami Ariel Elwani, que vous aimez beaucoup. C'est un des meilleurs amis. Voilà, donc tout ce truc-là est fait, à mon sens, pour lancer un projet de plus grosse envergure. En tout cas, on voit des choses qui c'est pas un one-shot comme ça. A priori, et pour la plateforme, et pour cette fédération, parce que je vais l'appeler la fédération des légendes, ce serait une sorte de grand lancement. D'accord. Voilà. Bon, et puis au débeauté, petit prono, les gars. Moi, je pense que ce sera un match nul. Ils vont pas. Pour l'ego des deux mecs. Il n'y a pas de juge.
Voilà, il y a aussi autre élément, il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de juge. Donc c'est KO ou match nul. En gros. Je pense que les deux... KO, j'ai dû aller dans mon plus grand espoir, oui, mais franchement, j'ai du mal à le visionner. Mais je vais l'espérer. J'ai du mal à le visionner. Je vois en effet un truc qui va à la décision et puis il n'y aura pas de vainqueur déclaré. Ouais, voilà. Moi, je pense que... Alors, il n'y a pas de vainqueur déclaré, mais il y a une ceinture. Je crois qu'en juge, en fait, des mecs qui vont juger, mais ce ne sont pas des juges officiels, c'est 3 anciens champions. Oui, alors j'ai pas les noms, faudrait que je retrouve les noms. Je crois que je les avais notés. Je veux pas te dire de bêtises. Ça reste un peu flou quand même. Oui, mais c'est ça aussi qui fait pas que... Pas de KO, allez-y mollo, des rounds de 2 minutes. T'as Chad Dawson, t'as Christy Martin et t'as Vinny Pacienza. Ah oui, c'est d'anciens arbitres, sûr. Voilà. Et donc c'est aussi des mais voilà, c'est tout ce qui est ancien en fait. T'as pas de juge officiel d'aujourd'hui qui vont juger le combat, etc. S'il y a une ceinture, il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Après, il peut y avoir, genre comme on disait, une blessure ou un Tyson qui... Voilà. Je pense que s'il y a un vainqueur, ce sera Tyson pour que le produit soit remarquable. Parce que pour moi, maintenant, je vois cet événement-là comme le produit d'appel de ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Voilà. Et est-ce qu'on peut aussi imaginer un arrêt assez tôt de l'arbitre, c'est-à-dire s'il y a du corps à corps et que ça commence à envoyer... C'est pas mal ce qu'il dit, parce que c'est vrai que si on avait par exemple un... Non mais ça, on le voit déjà dans les matchs pro des fois où tu as des arrêts en boxe où tu dis attends, donc là s'il y avait une petite rafale, un petit combo mis à mal contre les cordes, en effet je vois bien un arbitre s'interposer. Tu vois, si tu as un Tyson qui certes il visera peut-être pas la tête, mais s'il y a un gros coup au foie de Jones ou l'inverse, Jones qui lui rend l'appareil, ça peut effectivement donner lieu à un arrêt très rapide de l'arbitre. Mais moi je pense que le but de cet événement c'est vraiment de faire quelque chose de beau, pas quelque chose qui sera une bouillie, quelque chose qui se terminerait trop tôt, pardon. Donc je pense que ça ira plutôt loin, voire même... On est sur le lancement d'un concept. À mon sens, oui. Si on va dans ton sens, alors il faut un KO. Parce que là, si tu lances mais il va arriver tôt parce que ou Jones couche Tyson, mais parce que si ça va au bout, vendre la salade derrière, c'est compliqué. Non, ça dépend si c'est un beau combat. Oui, si c'est pas une bouillie. Ouais, d'accord. C'était un beau combat, pourquoi pas. En tout cas, réponse demain soir. Yes, sir. Ouais. Et évidemment, nous en retoucherons un mot. Alors pas juste après non plus. On va pas faire des vidéos tous les jours non plus. Mais on en rediscutera. C'est pas tout quand même dans le monde de la boxe. Il y avait aussi quelques petites news, notamment notre chouchou français, le poids lourd Tony Yoka. Yes. Gros planning. Oui. Le cahier de texte est bien rempli en ce moment. Très bien rempli. Que se passe-t-il ? Explique-nous tout. 2 combats en un mois, mes chers amis. 2 combats en espace d'un mois. C'est quand même. Et 2 combats, pas des rigolos. Enfin, pas du tout des rigolos. Alors, pareil, encore une fois, je lis pas mal ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux et même dans les médias de masse. On lui reproche, entre guillemets, maintenant d'en faire trop. De faire 2 combats en un mois, ce serait beaucoup, ce serait dangereux. J'ai l'impression que ça ira jamais avec Tony Yoka. Exactement, voilà. Moi, c'est ça. J'allais y venir. Quand il combat, j'allais y venir. Entre guillemets, normalement, c'est-à-dire un jeune qui arrive en pro, certes auréolé d'une médaille d'or olympique, mais c'est pas exactement le même sport. Il y va doucement, on dit qu'il se fout de la gueule du monde. Voilà. Il veut accélérer, on se dit qu'il se fout de la gueule du monde. Et là, c'est quand même... Il va falloir qu'il gagne la ceinture, parce que sinon... en gros, c'est ça. Ouais. Je rappelle quand même que dès sa sortie des JO, il y a des gens qui demandaient à ce qu'il aille affronter Joshua, etc. D'accord, pourquoi du pas. grand n'importe quoi. Et là, je vais rejoindre un peu Eric, qui est souvent énervé contre les MMX, les box-x, si on peut dire. Parfois, c'est vraiment très, très pénible. On lui reproche souvent d'être inactif. Là, il va affronter 2 mecs qui sont vraiment très costauds. Après quand même une période où, avant son combat de septembre, il avait fait 1 an sans combattre. Donc c'est normal qu'au final, il soit très actif. Il est vraiment affûté à l'entraînement, on le voit. Et il va affronter l'Allemand Christian Hammer. Hammer, il devait déjà l'affronter en décembre 2019, mais Hammer s'était blessé à une épaule, donc il n'avait pas pu monter sur le ring en décembre dernier. C'est un Allemand de 33 ans qui a un pédigré. C'est pour le championnat d'Europe, ça ? Alors non, c'est pas pour le championnat d'Europe. Je vais y venir juste après. C'est un Allemand de 33 ans, donc un gros pédigré. Il a été dans le top 20 mondial. 25 victoires, 6 défaites. Il a des combats contre, tenez-vous bien, et là j'ai la liste sous les yeux, je ne vais pas me tromper. Louis Ortiz, quand même, contender plusieurs fois pour le titre mondial de Wilder, contre Tyson Fury. Il a affronté David Price aussi. Donc tout ça, c'est des mecs qui ont été contender, challenger officiels pour des titres mondiaux. Donc on monte en gamme. On monte en gamme très sérieusement. Ça va se passer à Nantes,
à huis clos malheureusement. Il aime bien la ville de Nantes puisque c'est la deuxième fois qu'il y va. La dernière fois c'était en septembre 2019, il me semble. Moi je trouve que vu le momentum dans lequel il est, Tony Yoka, c'est totalement logique qu'il prenne ce combat et qu'il enchaîne ensuite avec Petar Milas et non pas Pétard Mouillé. Merci. Me rigole un peu plus franchement, toi. Non, mais j'étais en train de sourire vraiment très fortement. Ah, t'as pas suivi là sur le En fait, Il m'a pas tout suivi. je me suis dit surtout ne fais rien sur Pétard, on arrête les blagues sur les prénoms. Et il me lance, alors je me dis merde. Voilà. Ah, Non, mais bien joué. Alors, petite précision. Pétard Milas. Les, Parce que si je le dis avec ma voix, c'est Ouais, voilà. Pétard Milas. les enchères ont été remportées par Jérôme Abitboul, le promoteur de Tony Yoka. Donc, il pourra organiser l'événement en France. C'est pas encore signé, si vous voulez, parce que, mine de rien, ils se disent, voilà, on attend quand même de voir ce qui se passe face à Hammer, parce que voilà, si par exemple, c'est un combat dur, chiant et tout face à Hammer, et que voilà, il sort un peu... enchaîné dans le voilà, même mois, enchaîné un mois après, voilà. qui n'est pas indispensable. Exactement. Petar Milas, c'est un jeune prospect croate. 15 victoires, 0 défaites, mine de rien. Alors effectivement, les adversaires sont pas d'un acabit très très élevé. C'est même pas, à mon sens, enfin c'est même sûr, c'est pas le prospect numéro 1 de Croatie, puisqu'il y a Filip Ergovic qui est déjà dans certains classements dans le top 15 des poids lourds. Filip Ergovic qui est quelqu'un de très familier de Tony Yoka, puisqu'ils ont été entre guillemets formés ensemble, pas formés ensemble, mais ils se sont beaucoup côtoyés à l'INSEP. Petar Milas, il a 25 ans et c'est pour une ceinture EBU, voilà, une ceinture de l'Union européenne. C'est bien que voilà, s'il arrive à battre Hammer de manière convaincante et qu'il affronte Petar Milas et qu'il s'impose, qu'il ait une ceinture, voilà, son premier titre en professionnel, et ce serait une manière pour lui de se rapprocher du top 20-15 des poids lourds, et ça mènerait une année 2021 vraiment très intéressante. Eric, qu'est-ce que tu penses de ce petit programme pour déjà Tony Yoka, les dates. Alors, la date, ce sera donc 28. Donc, c'est dès ce vendredi, dès ce soir même. C'est ce que j'allais dire. C'est dès ce soir pour Tony Yoka. Et pour le mois de décembre, c'est prévu pour le 20 décembre. Donc, juste avant Noël, petit cadeau pour. C'est pas encore totalement acté, voilà. Comme je répète, comme tu dis, ça dépend aussi. Ça dépend de ce qui se passera contre Hammer. Voilà. Voilà. S'il sort un peu blessé, un peu mal en point, ça peut être compliqué pour le mois de décembre. Mais a priori, ce serait 20 décembre contre Petar Milas pour le titre EBU. Eric, Hammer et Pétard. Oui, déjà Hammer, moi, c'est ce que je voulais voir quand c'était prévu l'année dernière. Je trouvais que c'était vraiment un combat step, comme on dit. Donc du coup, c'était un challenge, je trouvais vraiment intéressant. Ouais. Donc je suis finalement, même s'il y a eu une petite hype pour troncher, plus... C'est passé ça. Voilà. Oui, tu vois, ça a été très rapide, mais je préfère voir ça pour Yoka. Je pense que dans son plan de carrière, c'est beaucoup mieux. Et l'enchaînement des deux combats, si jamais ça se fait après. Mais moi, je suis. Alors en effet, je le trouve dans une forme assez incroyable. Il est très il m'a beaucoup impressionné dans son dernier combat. Mine de rien, beaucoup ont entre guillemets chié sur le combat, mais il est venu, il était impressionnant quand même. Donc du coup, des choses très lourdes. Je te rejoins. J'ai l'impression que ça n'ira jamais. Alors moi, je sais que j'ai pas toujours forcément été tant en interne parce que je comprenais pas la stratégie qu'il y avait autour de lui. Mais la stratégie de com était un peu stratégie de com, moi j'ai jamais été très fan. Il est pas exempt de tout reproche. Non, mais je parle pas pour lui, mais la conquête, tout ce truc-là, Hanouna autour, machin, je trouvais que c'était pas dans le build-up que j'aurais aimé. Mais là, au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus recentré. C'est très carré, on a l'impression qu'il sait exactement où il va. Il m'a impressionné sportivement. Là, j'ai hâte de le voir contre Hammer. S'il remet le même type de correction contre un gars comme ça va vouloir dire quelque chose de vraiment sérieux, encore plus. Et derrière, moi, je suis ravi qu'il... Il n'y a pas de problème de cutting ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça. Donc je suis ravi qu'ils se mettent l'objectif de se dire on replonge dans le bain direct. Là, on perd pas de temps. Il a quand même perdu 1 an, c'est énorme ce niveau-là. Donc du coup, moi je suis à fond derrière l'activité. Puis avant, il y avait eu 1 an aussi de suspension à cause des no-shows. Voilà. Donc du coup, moi je suis ravi de cette activité-là. Je suis ravi des challenges. Il pousse.
Ouais. Et là, pour le coup, il faut vraiment être détracteur à 2 balles pour être contre ça. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Autour de tu sais, on en a beaucoup sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça fait partie du jeu, comme ils disent. Bien sûr. Mais c'est un peu dur quand même. Là, je trouve qu'il prend ses bollocks et il y va, quoi. En tout cas, war à notre Frenchie Tony Yoka pour ce soir. On reste dans le domaine Frenchie et coronavirus. Ouais. Me semble-t-il, il y a des combats qui ont été annulés. Avant ça, une bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle. Souleymane Sissoko, qui est un très bon pote de Tony Yoka, qui n'est plus maintenant dans la même structure de promotion puisqu'il est passé chez Anthony Joshua, et ben justement, il sera en undercard d'Anthony Joshua le 12 décembre prochain à Londres. Le 12 décembre, il s'en passe des choses. C'est quand même plutôt sympa. Il va affronter l'anglais Kieran Conway. C'est bien qu'il redevienne actif. Parce que, comme je disais, il a signé avec la société de promotion d'Anthony Joshua, bien chapeauté par Eddie Hearn. Je reviendrai sur Eddie Hearn après. Il s'est passé un truc incroyable, je vous raconterai. Il a été freiné par les blessures, donc c'est l'occasion de se relancer. Son dernier combat, c'était quand même septembre 2019, en undercard de Tony Yoka. Disons que, alors, c'est pas pour faire injure à Tony Yoka, pas du tout, mais passer de undercard de Tony Yoka à Nantes à undercard de Anthony Joshua à l'O2 Arena, c'est un petit step-up quand même. Quand même. Voilà. Il y a une petite promo. Et donc les combats annulés, alors pour plusieurs raisons. Il y a Nordi Nubali. Nordi Nubali, c'est terrible pour lui. Il perd son titre. Il devait le défendre le 12 décembre, lui aussi, décidément. C'est dingue, ce jour. D'ailleurs, je pense qu'on peut vous annoncer en tout cas enregistrement et voire publication de la prochaine émission le 13 décembre. Ouais. Il devait donc combattre Nonito Donaire, la légende philippine des poids coqs. Il devait l'affronter le 12 décembre et défendre son titre qu'il avait acquis en janvier 2019, son titre WBC des coqs. Mais il a atteint du Covid. Du coup, la dernière fois qu'il a défendu son titre, c'était en novembre 2011. Novembre 2020. La WBC aurait voulu être indulgente. Oui, parce qu'on a envie de dire c'est cruel, mais 9 piges, c'est beaucoup. C'est cruel. Et puis surtout, la WBC a besoin de donner un intérêt à Nonito Donaire, qui, comme je le rappelle, est une légende. Il s'est dit, moi, si c'est pas pour le titre, j'ai 38 ans, ça sert à rien pour moi de combattre juste pour combattre. Donc, comment ça se fait qu'il a pas défendu son titre en 9 ans ? Ah non, 11 mois. C'est 11 mois. 11 mois. Novembre 2000. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu m'as dit 2011. Pardon, je suis désolé. Je suis vraiment. Pardon. J'ai même pas entendu de 2011 parce que je sais que c'était c'est novembre 2019. Voilà. À novembre 2020. Pardon. Je suis vraiment désolé. Le 11e mois de l'année. Pardon. C'est bon. Je suis désolé. Je me disais 9 ans quand même, ça fait beaucoup. Donc en gros, c'est un peu cruel quand même. Il a fait 1 an sans défendre son titre. Le problème, c'est que la WBC déjà fait un peu ce qu'elle veut avec ses ceintures, etc. Oui, de toute façon. Elle lui enlève la ceinture. La ceinture sera disputée entre Emmanuel Rodriguez et Nonito Donaire le 12 décembre. En revanche, la WBC, ils n'ont pas fait les raccros. Ils ont dit en gros, voilà, tu affronteras le vainqueur de ce combat-là. En 2021, début 2021, voilà. C'est vraiment très très dur pour lui. On t'enlève ta ceinture, mais on t'assure un title shot mais c'est très dur. pour le prochain match. Dernier élément pour les combats annulés des Français. Arsène Goulamirian, combat qui devait avoir lieu. Dis-moi tout. Décembre ? Non, le 13. Quel enfoiré. Mais quel enfoiré. Ça devait avoir lieu. Pompé pour ça. Putain. Ça aura lieu. Justement, Canal+ devait diffuser cette réunion-là le dimanche 13 pour éviter tout le Barnum du 12. C'était pour une défense de titre long léger WBA pour Arsène Goulamirian, le franco-arménien. Malheureusement, il y a quelques jours, il s'est cassé une côte à l'entraînement. Il devait affronter Yuri Kachinskia. Et malheureusement, ce combat est annulé. Et du coup, même toute la carte, a priori, à moins que ça change, mais toute la carte est annulée, puisque c'était vraiment le main event. Bon rétablissement, et puis j'imagine que le combat sera reprogrammé. Il sera ajourné, on l'aura en 2021. Le retour d'un certain Canelo. Après 1 an. Après 1 an sans boxer, il va revenir. Et une free agency. Alors, je vais d'abord raconter le retour. Voilà, il est de retour sur les rings. Ce sera... Quel jour ce sera ? Non, moi je dis pas. Eric, je donne pas. Allez, Eric, faut jouer un peu. Quel jour ce sera ?
c'est le 12. Ça sera le 19. Ouais. non, mais je ne savais plus la date. Donc, non, ça sera le 19 décembre, encore une fois. Grosse carte UFC le 19 décembre aussi. Ah ouais, très bien, très bien. De toute façon, le mois de décembre, ça va être bien costaud. Ouais, c'est costaud. Il va affronter Callum Smith pour le titre WBA des super moyens de Callum Smith, puisque Callum Smith est champion et Canelo Alvarez vient en challenger. C'est un Anglais de 30 ans. Nord de l'Angleterre, Liverpool, famille de boxeurs, puisque Canelo a déjà affronté le frère Liam Smith en 2016. Il avait mis KO en 9 rounds, c'était terrible. Il affronte le petit frère cette fois, qui est beaucoup plus talentueux et qui a le titre WBA des super moyens. C'est un beau combat. Ouais. C'est un beau combat parce que déjà, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu face à une opposition vraiment très costaud. Depuis Daniel Jacobs, parce que Kovalev, c'était pas très sérieux. C'était certes pour un titre lourd-léger, mais Kovalev, il est au bout du rouleau. Et le KO qu'il met à Kovalev, il faut le mettre parce il montait en catégorie et c'était vraiment, il prenait un risque, mais c'était pas un immense combat non plus. Il n'avait pas été impressionné. Voilà, moi j'avais pas forcément été impressionné. Là, Callum Smith, c'est vraiment intéressant parce qu'il affronte un puncher. Un puncher, ce qu'il avait déjà fait face à Gennady Golovkin, il avait été mis à mal quand même par Golovkin. Alors certes, c'est pas la même capacité de résistance Callum Smith, mais il sera face à un grand super moyen. Callum Smith, il fait 1m91. Donc en termes d'allonge, beau bébé. C'est costaud. C'est vraiment costaud. Et ouais, moi je suis curieux de le voir. Et je sais pas, Eric, tu voulais peut-être. Ouais, non, je suis très curieux et très excité par ce combat-là. Je reviens vers toi justement par rapport à ça, parce qu'il a une arme que j'ai hâte de voir contre Canelo, c'est son jab. Ouais. Donc du coup. On sait que Canelo va être très efficace en rentrant, en cassant et tout. Donc, du coup, il y a une opposition, clairement sur le papier, et une équation en termes de style qui m'excite beaucoup. Totalement. Voilà. Il ne va pas falloir qu'il fasse la même erreur que le Français Hassan N'Dam, qui avait affronté Callum Smith il y a un peu plus d'1 an. C'était à New York d'ailleurs, au Madison Square Garden. Oui, c'était il y a un peu plus d'1 an, puisque c'était en undercard de Ruiz contre Joshua. Il va pas falloir qu'il fasse la même erreur, c'est-à-dire de trop rentrer, parce qu'il avait mis KO, mais il avait envoyé au sol Hassan N'Dam à 3 reprises, uniquement sur des jabs. Ouais, il a un jab de feu. Donc va falloir que. Après, c'est Canelo Alvarez. Bien sûr, mais on aura le temps de revenir sur ce combat. Juste petit truc sur la free agency de Canelo Alvarez. Il a un petit sourire. Non, mais c'est terrible parce que Eddie Hearn, c'est le diable en personne, mais on peut pas s'empêcher de. Il est fort. Il est fort parce que donc. On va raconter très rapidement l'histoire. Canelo Alvarez s'est très récemment défait de son contrat. Contrat énorme qu'il avait pour 11 combats et 365 millions de dollars. Hallucinant. Avec Golden Boy et la chaîne DAZN. Donc il s'est défait de ce combat-là parce que Golden Boy ne pouvait pas lui mettre en place des combats suffisamment lucratifs, etc. Donc il sort de ce contrat-là. Et moi, un jour, je suis chez moi, là, confinement, voilà. Sans les meubles. Au calme. Je reçois une alerte sur mon téléphone, voilà, Canelo Alvarez débute un live. Alors Canelo Alvarez ne fait jamais de live sur Instagram, c'est pas du tout son genre. Moi tout de suite je me dis, et on savait que à partir du moment où il était free agent, à partir du moment où il avait dit qu'il voulait boxer en 2020, on savait qu'il allait annoncer son adversaire. Donc je me mets sur le live, je regarde un peu, voilà, donc il règle les trucs, tout ça. Premier mec qui apparaît sur le live et qui envoie un émoticône genre salut, je suis là. Eddie Hearn. Je dis mais non, mais c'est pas possible. Et moi dans ma tête je me dis mais non, mais il a pas signé déjà avec Eddie Hearn, c'est tout. Il a pas signé avec Eddie Hearn, mais tout l'événement sera en gros chapeauté par Eddie Hearn. Sera chez Eddie Hearn. Alors par contre, le combat se passera aux États-Unis, à San Antonio, à l'Alamo Dome, donc grosse salle. Alors, en plus Texas où on peut accueillir du public. Voilà. Grosse salle. Probablement avec une jauge, mais avec des rentrées d'argent en termes de ticketing. Et là, il commence à déballer le truc et tout, voilà. Et il dit, je vais affronter Callum Smith, qui est protégé d'Eddie Hearn, et tout. Et je dis, mais comment ce mec-là, qui il y a quelques années, très franchement, quand la boxe britannique était vraiment morte, la famille Hearn, c'était vraiment très compliqué. Il s'était reconverti dans les paris. D'ailleurs, Matchroom, c'est ça, c'est une boîte de paris, etc. Mec, il arrive et te chope un Canelo, c'est incroyable. A priori, ils vont faire du bon business ensemble, puisque la free agency est pour Canelo et pour Eddie Hearn. Ça sera beaucoup plus lucratif que de se signer un contrat à eux deux. Et je pense que pour Canelo, c'est pas le jeu, c'est pas le plan de signer un contrat là tout de suite.
Et grosse prise de la part d'Eddie Hearn. Encore une. C'est encore lui, quoi. Et on va terminer avec cette petite, je dirais, fantaisie de la non, WBC. C'est pas une fantaisie. Moi, je te coupe, c'est fâché. Parce que déjà, en boxe, c'est compliqué. Il y a plein de ligues. Il y a les catégories de poids dans chaque ligue, mais il manquait une catégorie de poids chez les WC, les Bridgerweight. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est que tout ça? Allez, en 2 mots, vas-y. Christian, avant de décéder. Je suis fatigué, je suis épuisé. On n'en peut plus, comme tu l'as dit. Il y a déjà 4 fédérations déjà officielles. Il y en a une 5e. Chaque fédération a ses champions dans chaque division. Chaque division a des champions intérim. Chaque division a des champions gold. Chaque division... On n'en peut plus. On n'en peut plus. Mais on n'en peut plus. Il y a des... Mais du coup, ça manquait un peu, cette catégorie Bridgerweight. Tu te rends compte que dans certaines catégories, tu as 4 mecs qui peuvent se dire, moi, je suis champion. Ouais, c'est quand même beau. C'est terrible. Ouais. C'est un truc de fou. C'est super. Bref, c'est super pour rien comprendre. Les Bridgerweight. Il faut savoir déjà que c'est uniquement la WBC qui crée sa catégorie. Ouais. Voilà, ils se sont dit, voilà, on crée ce truc-là. Voilà. Alors pourquoi Bridger? Alors je le lis parce que pour moi c'est assez invraisemblable, mais c'est pour rendre hommage à Bridger Walker. Pas à Bridget Jones. Non, pas à Bridget Jones. Un petit garçon héroïque qui a sauvé sa sœur d'une attaque de chien. Alors ça avait fait le buzz. Sur les réseaux sociaux, voilà, cet été. Il y avait même eu les mecs de Marvel qui lui avaient envoyé des messages, etc. Exactement. Ouais. Et donc la WBC s'est dit, on va créer une catégorie, voilà, pour rendre hommage à ce petit garçon. Les mecs. Ils sont cinglés. Et à la rigueur, qu'ils fassent une catégorie fictive, pas fictive pour ça, ils font ce qu'ils veulent. Mauricio Suleiman, le président de la WBC, très bien. On a compris qu'il voulait faire ce qu'il voulait, ok. Moi, ce qui me pose encore plus problème, et là je suis vraiment énervé, c'est que c'est une catégorie qui sera juste en dessous des poids lourds et juste au-dessus des lourds légers. Très concrètement, en termes de poids, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mecs seront entre 91 et 101 kilos. C'est des super lourds légers? C'est les Bridgerweight. C'est les Bridgerweight. T'emmerdes pas. Me demande pas, c'est les Bridgerweight. Il y a un nom, tu l'utilises. Alors, l'explication qui, moi, est totalement fumeuse, mais vraiment, elle m'énerve, c'est du foutage de gueule. Je le dis, c'est du foutage de gueule. L'explication du président de la WBC, Mauricio Suleiman, c'est qu'il y a, selon lui, une trop grande différence entre des boxeurs comme Fury et Joshua, qui sont actuellement les champions lourds, qui font régulièrement entre 110 et 120 kilos quand ils sont pesés, et les challengers qui sont parfois entre 90 et 100 kilos. D'accord. Il y a 2 problèmes selon moi. Alors le premier, c'est évidemment la confusion. Voilà, on rentre encore dans un nouveau Capharnaüm. Donc ça veut dire que cette catégorie-là aurait un champion intérim, un champion gold, bref, voilà. La deuxième, c'est plus d'un point de vue historique. Parce qu'il y a toute une liste de boxeurs actifs ou retraités qui ont été champions du monde des lourds en WBC en pesant moins de 101 kilos. Rien que le dernier champion là, champion de WBC, Deontay Wilder, il était régulièrement pesé en dessous de 100 kilos. Il faisait autour de 95-96. Je vais vous donner quelques noms pêle-mêle de grands champions du monde. Tu vas avoir des Bridgerweight qui sont en dessous des poids lourds, mais qui vont être plus lourds que des poids lourds qui est censé être au-dessus. Exactement. D'accord, voilà. C'est n'importe quoi. Quelques noms pêle-mêle de mecs qui ont été champions du monde WBC poids lourd. Je répète, poids lourd en dessous de 100 kilos. Joey Louis, Rocky Marciano, Mohamed Ali, inconnu bataillon. Mike Tyson, connais pas non plus. Evander Holyfield, et même voilà, que des mecs pas connus. Voilà, et même un mec comme George Foreman pesait 99 kilos quand il a affronté Mohamed Ali à Kinshasa en 74. Donc tu as tous ces noms-là, donc finalement ces mecs-là, dans l'histoire des poids lourds, ça devient quoi? C'est des faux poids lourds, c'est des super lourds. Hein. C'est non, parce qu'ils sont plus légers que le Bridgerweight. Non mais ils sont Bridgerweight. Ils sont entre 91 et 101 kilos. C'est rétroactif ou pas Bridgerweight? Non, j'espère pas. On aura le temps d'en reparler. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier crochet box découpé, scindé de sa partie MMA. Et on vous donne rendez-vous le 13 décembre, après donc le fameux 12 décembre et tout le MMA et la boxe qu'on aura. D'ici là, n'oubliez pas de nous montrer du love dans vos super commentaires qu'on fait semblant de pas lire, mais on les lit tous. Abonnez-vous à la chaîne First Team Sport, cliquez sur la cloche pour être averti de nos nouvelles vidéos. Ce sera toujours avec plaisir et pour vous, ce sera plus facile de tomber dessus, surtout quand on change de formule comme ça. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.